Les jumelles millionnaires ne mangeaient plus depuis la mort de leur mère, transformant chaque repas en un rituel de silence et de douleur. Mais tout a changé lorsqu'une nounou est arrivée, avec des parfums d'épices, des histoires d'amour et d'espoir. Elle a découvert que les jumelles cachèrent de la nourriture pour leur mère, dans l'espoir enfantin de son retour. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Les jumelles héritières. Beaumont avait cessé de s'alimenter depuis le départ de leur mère. Leur corps, autrefois plein de vie, n'était plus que l'ombre d'eux-mêmes, leurs vêtements de créateurs flottant sur leurs membres devenus frêles comme des branches d'hiver. Amélie et Héloïse, âgées de 8 ans, ressemblaient désormais à 2 poupées de porcelaine dans leur immense hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Philippe Beaumont, leur père, était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France. À la tête d'une maison de haute couture reconnue internationalement, il prenait chaque jour des décisions qui façonnaient l'industrie du luxe mondial. Pourtant, face à ses propres filles, cet homme puissant se trouvait démuni, incapable de les faire manger ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture. « Amélie, ma chérie, juste une cuillère », suppliait-il en tendant la soupe au potiron que le chef personnel avait préparé spécialement pour elle. La petite fille détournait le regard, ses grands yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, fixant obstinément le jardin à travers la fenêtre de la salle à manger. Héloïse, quant à elle, repoussait son assiette d'un geste las, comme si la simple vue de la nourriture l'épuisait. « Je n'ai pas faim, papa », murmurait-elle, sa voix à peine audible dans la vastitude de cette pièce aux moulures dorées et aux lustres étincelants. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle Beaumont avait succombé à une maladie foudroyante. 6 mois durant lesquels Philippe avait tenté de préserver l'équilibre de leur monde ébranlé, sans succès. Médecins spécialistes, nutritionnistes renommés, psychologues infantiles, rien n'y faisait. Les jumelles dépérissaient jour après jour, comme si elles voulaient suivre leur mère. Ce matin-là, Philippe avait congédié la 3e gouvernante en moins d'1 mois. Madame Leroux, une femme stricte et compétente, qui avait pourtant élevé les enfants de plusieurs familles prestigieuses, n'avait pas supporté l'atmosphère glaciale de la demeure Beaumont. « Monsieur », avait-elle dit en remettant sa lettre de démission, « ces enfants ne veulent pas être nourris, elles veulent être aimées. » Ces paroles résonnaient encore dans l'esprit de Philippe, alors qu'il observait les silhouettes identiques de ses filles depuis son bureau. Par la fenêtre, il les voyait assises immobiles sur un banc du jardin, leurs longs cheveux châtains, tressés de manière identique, leurs robes assorties d'un bleu pâle, contrastant avec la verdure printanière. 2 petits fantômes dans un tableau impressionniste. Son téléphone sonna, le ramenant brutalement à ses responsabilités. « Philippe Beaumont », répondit-il sèchement. « Monsieur Beaumont, l'agence Berthier. Nous avons peut-être trouvé quelqu'un pour s'occuper de vos filles. » Il soupira, peu convaincu. Envoyez son dossier. Elle souhaiterait se présenter personnellement. Elle est différente des candidates habituelles. Différente comment? Elle vient de Provence, a travaillé dans des familles moins conventionnelles. Elle a une approche plus chaleureuse. Philippe hésita. Les méthodes traditionnelles avaient échoué. Peut-être fallait-il essayer autre chose. Très bien, qu'elle vienne demain à 10 heures. Le lendemain matin, la sonnette de l'hôtel particulier retentit avec ponctualité. Philippe, qui avait exceptionnellement reporté ses rendez-vous, ouvrit lui-même la porte. Devant lui se tenait une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux bouclés châtain clair encadrant un visage aux traits doux, illuminé par des yeux noisettes pétillants. Elle portait une simple robe d'été fleurie, bien loin des tailleurs austères des précédentes gouvernantes. « Marguerite Dubois », se présenta-t-elle avec un accent chantant du Sud. « Enchantée, monsieur Beaumont. » Elle portait une valise usée et un grand panier d'osier d'où s'échappèrent des arômes que Philippe ne reconnaissait pas. Des mélanges d'herbes et d'épices qui évoquaient des terres lointaines, bien différentes de l'atmosphère aseptisée de son domicile parisien. « Entrez », dit-il simplement, surpris par cette apparition qui détonnait dans le cadre solennel de sa demeure. Marguerite avança dans le hall d'entrée, observant avec curiosité, mais sans intimidation, les œuvres d'art, contemporains accrochées au mur, et le mobilier design aux lignes épurées. « Vos filles » demanda-t-elle directement. « Dans le jardin. Elles y passent la plupart de leur temps. » Marguerite hocha la tête. « Je peux les rencontrer maintenant. »
Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la baie vitrée que Philippe lui indiquait. Il la suivit, intrigué par cette assurance tranquille. Dans le jardin, Amélie et Héloïse étaient assises comme toujours, immobiles comme deux statues. Marguerite s'approcha d'elle d'un pas léger, s'accroupit à leur hauteur sans dire un mot et ouvrit son panier. Elle en sortit 2 petites tartelettes aux fraises qu'elle posa simplement à côté d'elle sur le banc. « Bonjour, je m'appelle Marguerite, » dit-elle doucement, comme la fleur. « Je viens d'un village près de Marseille, où les champs sentent la lavande en été. Ces tartelettes, c'est ma grand-mère qui m'a appris à les faire quand j'avais votre âge. » Les jumelles tournèrent légèrement la tête vers elle, sans toucher aux pâtisseries. C'était déjà plus que ce qu'elles accordaient habituellement aux nouvelles venues. « Je ne vous demande pas de les manger, » continua Marguerite tranquillement. « Juste de sentir leur parfum, si vous voulez. » Philippe observait la scène depuis la terrasse, déconcerté par cette approche si différente. Habituellement, les gouvernantes commençaient par établir des règles, par tenter d'imposer une routine. Cette femme, elle, semblait simplement être là, sans rien exiger. Héloïse, la plus curieuse des deux, se pencha imperceptiblement vers la tartelette, humant discrètement son arôme sucré. Philippe retint son souffle. Marguerite se releva sans insister davantage. « Je vais déballer mes affaires. Nous aurons tout le temps de faire connaissance. » Elle revint vers Philippe, son panier toujours au bras. « Où puis-je m'installer ? »« Vous êtes sûr de vouloir rester ?» s'étonna-t-il. « Vous n'avez même pas discuté des conditions, du salaire. » Marguerite sourit, un sourire lumineux qui semblait incongrument joyeux dans cette maison où le bonheur s'était évaporé. « Je sais reconnaître des enfants qui ont besoin d'aide, monsieur Beaumont. Et j'ai le sentiment que je peux faire quelque chose ici. Quant au reste, nous en parlerons plus tard. » Cette confiance désarçonna Philippe, habitué à négocier âprement chaque contrat. La chambre de la gouvernante est au 2e étage, près de celle des filles, indiqua-t-il finalement. Alors que Marguerite montait l'escalier avec sa valise, Philippe jeta un dernier regard vers le jardin. Amélie avait pris la tartelette entre ses doigts fins et l'examinait avec attention, comme un objet étrange et fascinant. Elle ne l'avait pas porté à ses lèvres, mais c'était le premier geste d'intérêt pour de la nourriture depuis des semaines. Ce soir-là, lorsque Philippe rentra tard de son bureau, il fut surpris de trouver la cuisine habituellement immaculée, dans un état inhabituel. Des pots d'herbes fraîches s'alignaient sur le rebord de la fenêtre. Des bocaux d'épices colorées avaient repris place sur le comptoir en marbre, et une odeur subtilement épicée flottait dans l'air. Marguerite, un tablier noué autour de la taille, remuait quelque chose dans une cocotte en fonte qui n'avait certainement jamais servi auparavant. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, partagé entre l'agacement de voir son espace, si parfaitement ordonné transformé, et la curiosité suscitée par ces parfums inconnus. « Une bouillabaisse » répondit-elle simplement. « Une recette de ma région. J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble ce soir tous les 4. Mes filles ne mangeront pas, affirma-t-il avec certitude. Marguerite haussa les épaules. Peut-être, mais elles seront à table avec nous. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange. Marguerite ne forçait jamais les jumelles à manger, se contentant de préparer des plats colorés aux arômes envoûtants qu'elle disposait sur la table. Elle mangeait avec appétit, racontant des histoires de son enfance en Provence, des récits de champs de lavande et d'oliviers centenaires, comme si la présence silencieuse des fillettes ne la dérangeait pas. Philippe, d'abord sceptique, commençait à observer discrètement cette femme qui avait bouleversé l'ordre établi de sa maison. Les épices avaient envahi sa cuisine design. Des bouquets de fleurs fraîches apparaissaient chaque matin dans le salon, et parfois, il entendait même Marguerite fredonner des mélodies provençales en faisant le ménage, une habitude qui aurait été impensable avec les précédentes gouvernantes. « Vous n'utilisez pas les services de traiteur ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'elle pétrissait une pâte à pain sur le plan de travail en marbre. « La nourriture préparée par des inconnus n'a pas d'âme, » répondit-elle, sans lever les yeux de son ouvrage. « Et vos filles ont besoin de sentir qu'on cuisine pour elles, avec amour. » Cette remarque, prononcée sans jugement mais avec une fermeté tranquille, fit mouche. Philippe réalisa qu'en effet, depuis le départ d'Isabelle, les repas étaient devenus des moments fonctionnels, dépourvus de chaleur. Des plateaux impeccables livrés par des chefs étoilés, mais sans la moindre trace d'affection. Ce matin-là, une semaine après l'arrivée de Marguerite,
Philippe devait se rendre à Milan pour une réunion cruciale avec des investisseurs italiens. Avant de partir, il passa voir les jumelles dans leur chambre. Elles dormaient encore, serrées l'une contre l'autre dans le même lit, bien qu'elles aient chacune leur propre chambre luxueuse. Depuis le départ de leur mère, elles refusaient d'être séparées, même pour dormir. « Je reviendrai demain soir », murmura-t-il en déposant un baiser sur leur front. Elles ne réagirent pas, habituées à ses absences fréquentes. Dans le hall, Marguerite l'attendait, avec une petite boîte en carton. « Pour votre voyage, dit-elle en la lui tendant, des navettes aux amandes, un petit goût de Provence pour vous accompagner. » Ce geste simple le désarçonna. Personne, depuis longtemps, n'avait eu ce genre d'attention pour lui. « Merci, » dit-il maladroitement en prenant la boîte. « Si les filles, s'il y a un problème, tout ira bien, l'assura-t-elle avec ce sourire confiant qui la caractérisait. Profitez de votre séjour à Milan. Durant son absence, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marguerite, qui avait remarqué les regards curieux des jumelles lorsqu'elle cuisinait, décida d'organiser un atelier de pâtisserie. Elle disposa sur la table de la cuisine des bols de fruits, de la farine, du sucre et des moules à tarte. « Aujourd'hui, nous allons faire des tartes », annonça-t-elle simplement aux fillettes qui l'observaient depuis le seuil de la cuisine. « J'ai besoin d'aide pour couper ces pommes. » Héloïse, la plus audacieuse, s'approcha lentement. Marguerite lui tendit un couteau à bout rond. « Comme ça », expliqua-t-elle en montrant le geste, en tranches fines. À sa grande surprise, Héloïse prit le couteau et commença à couper maladroitement le fruit. Amélie, ne voulant pas être en reste, s'approcha à son tour. « Tu peux mélanger la pâte », lui proposa Marguerite en lui tendant un saladier. Pendant 1 heure, les jumelles participèrent, silencieusement, à la préparation des tartes. Elles ne parlaient pas, mais leurs petits corps tendus semblaient s'animer progressivement au contact de la farine et des fruits. Lorsque les tartes furent au four, emplissant la maison d'une odeur sucrée et réconfortante, Marguerite nota avec émotion qu'Amélie avait léché discrètement le reste de pâte sur ses doigts. C'était infime, mais c'était un début. Le soir venu, après avoir bordé les jumelles, Marguerite entreprit de nettoyer leur chambre. Elle s'occupait avec soin de leurs affaires, respectant l'organisation méticuleuse des lieux. En rangeant quelques livres, elle remarqua qu'Héloïse, habituellement la plus ordonnée, avait laissé traîner une petite boîte à bijoux sous son oreiller. Intriguée, Marguerite l'ouvrit pour la ranger à sa place. Ce qu'elle y découvrit lui serra le cœur. La boîte contenait non pas des bijoux, mais de la nourriture. Un morceau de pain durci, 2 bonbons enveloppés, une tranche de pomme brunissant déjà, soigneusement emballée dans des serviettes en papier. Troublée, elle vérifia le lit d'Amélie et y trouva une boîte similaire contenant cette fois un bout de fromage, un biscuit et une cuillère de confiture enveloppée dans du film alimentaire. Marguerite resta immobile, le cœur battant, comprenant soudain ce qui se passait. Ses enfants ne refusaient pas de manger par caprice ou par rébellion. Elle conservait de la nourriture, la cachait précieusement. Pour qui? La réponse lui vint comme une évidence douloureuse. Pour leur mère. Ces petites filles, dans leur logique enfantine, gardèrent de la nourriture pour Isabelle, comme si elle pouvait revenir d'un long voyage et avoir faim à son retour. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Marguerite. Elle referma délicatement les boîtes et les remit exactement où elle les avait trouvées. Cette découverte était trop importante, trop intime pour être partagée tout de suite. Elle devait réfléchir à la manière d'aborder ce sujet délicat. Lendemain matin, elle emmena les jumelles au jardin du Luxembourg. C'était une journée de printemps parfaite, le soleil réchauffant doucement Paris. Les enfants marchaient docilement à ses côtés, leurs petites mains dans les siennes, attirant les regards des passants par leur beauté identique et leur allure mélancolique. Près du grand bassin où naviguaient les petits bateaux, Marguerite acheta 3 pains au chocolat encore chauds. Elle s'assit sur un banc et invita les fillettes à faire de même. « Vous savez, commença-t-elle doucement, quand j'étais petite et que ma grand-mère est partie pour le ciel, je gardais toujours un peu de mon goûter pour elle. » Les jumelles levèrent brusquement la tête, leurs regards identiques fixés sur elle avec une intensité nouvelle. « Je le cachais sous mon oreiller, dans une jolie boîte que mon père m'avait offerte, continua Marguerite. Je pensais que peut-être si...
Elle revenait me voir pendant la nuit, elle aurait faim après son long voyage. Héloïse serra les lèvres, ses yeux s'emplissant de larmes. Un jour, ma maman m'a expliqué quelque chose de très important, poursuivit Marguerite en prenant délicatement leurs mains. Elle m'a dit que les personnes qui nous quittent pour le ciel n'ont plus jamais faim ni soif. Elles se nourrissent de notre amour et de nos souvenirs. Amélie baissa les yeux, une larme roulant sur sa joue pâle. Mais surtout, ajouta Marguerite, ma maman m'a dit que ma grand-mère serait très triste de savoir que je ne mangeais pas bien, que ce qui rendrait mon aïeule vraiment heureuse, c'était de me voir grandir forte et en bonne santé. Un silence s'installa, seulement troublé par le bruit des enfants jouant autour du bassin et le chant des oiseaux dans les arbres centenaires. « Votre maman vous aimait plus que tout au monde, » murmura Marguerite. « Je ne l'ai pas connue, mais je suis certaine qu'elle voudrait vous voir manger, rire, jouer comme avant. » Héloïse fut la première à réagir. D'un geste hésitant, elle prit le pain au chocolat que Marguerite lui tendait depuis le début de la conversation. Elle le regarda longuement, puis en arracha un minuscule morceau qu'elle porta à ses lèvres. À côté d'elle, Amélie l'imita avec précaution. C'était presque rien, une bouchée infime, mais pour Marguerite, c'était une victoire immense. Les fillettes ne mangèrent pas davantage ce jour-là, mais quelque chose s'était brisé dans la barrière invisible qui les isolait du monde. Ce soir-là, lorsque Philippe rentra de Milan, il trouva la maison étonnamment animée. Une musique douce s'échappait de la cuisine, où Marguerite préparait le dîner avec les jumelles. Amélie mélangeait une salade, concentrée sur sa tâche, tandis qu'Héloïse disposait des tomates cerises sur un plat avec une application touchante. « Papa !» s'exclama Héloïse en le voyant, un éclat dans les yeux que Philippe n'avait plus vu depuis des mois. Il resta figé sur le seuil, incapable de comprendre ce qui avait changé en si peu de temps. « Nous préparons une ratatouille », expliqua fièrement Amélie. « C'est une recette de Provence. » Sa voix, presque oubliée tant elle parlait peu ces derniers temps, résonna comme une mélodie aux oreilles de Philippe. Marguerite lui adressa un sourire discret par-dessus la tête des enfants, mais s'abstint de tout commentaire. Ce moment appartenait à Philippe et ses filles. « Je peux aider ?» demanda-t-il, la gorge nouée par l'émotion. « Tu peux couper les aubergines » suggéra Héloïse en lui tendant un couteau. Philippe, l'homme qui dirigeait d'une main de fer l'une des plus grandes maisons de couture de France, se retrouva à découper maladroitement des légumes sous la direction attentive de ses filles. Ses gestes étaient gauches. Il n'avait probablement pas touché un couteau de cuisine depuis ses années d'étudiant, mais son cœur débordait d'une joie qu'il croyait perdue à jamais. Ce soir-là, pour la première fois depuis le départ d'Isabelle, les jumelles mangèrent à table. Pas beaucoup, quelques bouchées à peine, mais elles mangèrent. Et plus important encore, elles parlèrent. De petites phrases simples, des observations sur la journée, des questions sur le voyage de leur père. Quand Philippe les borda cette nuit-là, il ne put retenir ses larmes. « Qu'avez-vous fait avec Marguerite pendant mon absence ?» demanda-t-il, caressant leurs cheveux identiques. « Elle nous a emmenés au jardin du Luxembourg, » répondit Amélie, « et elle nous a raconté des histoires sur sa grand-mère. Elle dit que maman n'a plus faim, là où elle est, » ajouta Héloïse, d'une voix solennelle. « Elle dit qu'elle veut juste qu'on soit heureuse. » Philippe se figea, comprenant soudain ce qui s'était passé. D'une manière ou d'une autre, cette femme venue de Provence avait percé le mystère qui hantait ses filles, avait trouvé les mots justes là où tous avaient échoué. L'été s'installa progressivement sur Paris, apportant avec lui une chaleur qui semblait réchauffer également l'atmosphère de l'hôtel particulier des Beaumont. Jour après jour, Marguerite transformait la demeure austère en un lieu vivant, vibrant d'une énergie nouvelle. Les fenêtres, auparavant perpétuellement closes, restaient désormais ouvertes, laissant entrer l'air parfumé du jardin où elle avait planté des herbes aromatiques avec l'aide des jumelles. La cuisine était devenue le cœur battant de la maison. Philippe s'était habitué à y trouver Marguerite chaque matin, préparant des crêpes à la fleur d'oranger ou des tartines de pain frais qu'elle achetait à la boulangerie du quartier. Les jumelles descendaient en pyjama, les cheveux ébouriffés, attirées par les arômes qui montaient jusqu'à leur chambre. « Bonjour, mes papillons », les accueillait invariablement Marguerite. Ce surnom affectueux, né un jour où elle les avait vus courir dans le jardin, leurs robes légères flottant. Derrière elles, comme des ailes fragiles, étaient restées. Philippe observait avec émerveillement la métamorphose de ses filles.
Elles mangeaient encore par petites portions, mais régulièrement. Leurs joues commençaient à retrouver des couleurs, et parfois, il entendait même leur rire cascader dans les couloirs. Des sons qu'il avait cru ne plus jamais entendre. « Comment avez-vous fait » demanda-t-il un soir à Marguerite, alors que les jumelles étaient montées se coucher. Ils étaient assis sur la terrasse, savourant un verre de vin rosé de Provence qu'elle avait insisté pour lui faire découvrir. Les lumières de Paris scintillaient au loin, créant un décor presque irréel. « J'ai simplement compris pourquoi elle ne mangeait pas » répondit-elle, ses yeux reflétant les lueurs de la ville. Elles gardèrent de la nourriture pour Isabelle, dans des petites boîtes sous leurs oreillers. Philippe sentit son cœur se serrer douloureusement. Pour leur mère, mais pourquoi n'ai-je rien vu? Marguerite posa délicatement sa main sur la sienne, un geste spontané de réconfort qui le surprit par sa chaleur. Parfois, on est tellement submergé par sa propre douleur qu'on ne voit pas celle des autres, dit-elle sans jugement. Ces petites avaient trouvé leur façon de garder leur maman présente. Je leur ai simplement expliqué que là où elle est, elle n'a plus besoin de nourriture terrestre. Philippe baissa les yeux, submergé par la culpabilité. « J'aurais dû comprendre. Vous étiez vous-même perdu, » murmura Marguerite. « On ne peut pas guider quelqu'un quand on cherche aussi son chemin. » Cette remarque, empreinte d'une sagesse simple, toucha Philippe en plein cœur. Cette femme, qu'il avait d'abord considérée comme une simple employée, une présence temporaire dans leur vie, lui apparaissait soudain sous un jour différent, plus profonde, plus lumineuse qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, il fit quelque chose d'impensable quelques semaines plus tôt. Il appela son assistante pour reporter ses rendez-vous de la journée. « Je reste à la maison aujourd'hui. Caroline, annonça-t-il fermement, transmettez mes excuses à Monsieur Fournier. Nous reporterons notre entretien à la semaine prochaine. » Ignorant les protestations de son assistante, il raccrocha et se dirigea vers la cuisine, où Marguerite préparait déjà le petit déjeuner. « J'aimerais vous accompagner aujourd'hui, » dit-il simplement. « Vous et les filles, où que vous alliez. » Le sourire radieux qu'elle lui offrit valait toutes les réunions manquées du monde. Cette journée marqua un tournant. Pour la première fois depuis qu'il était devenu père, Philippe passa une journée entière avec ses filles sans regarder une seule fois son téléphone. Marguerite les emmena au marché de la rue Mouffetard, où les commerçants les accueillirent avec chaleur, habitués à voir cette femme au rire facile, accompagnée des jumelles identiques. Philippe découvrit avec étonnement que ses filles connaissaient le nom du fromager, de la marchande de légumes, du boulanger. « Monsieur Victor garde toujours les meilleurs melons pour nous, » expliqua fièrement Amélie en le guidant vers un étal coloré. « Et Madame Jeanne nous donne des cerises. En plus, » ajouta Héloïse en tirant son père par la main vers une fruitière souriante. Philippe réalisa avec un mélange de honte et d'émerveillement que Marguerite avait créé tout un univers pour ses filles, un réseau chaleureux de relations humaines qui les ancrait dans la vie réelle, loin des murs dorés mais froids de leur demeure. Au retour, chargés de produits frais, ils s'arrêtèrent dans un petit square. Les jumelles coururent vers les balançoires, tandis que Philippe et Marguerite s'installaient sur un banc pour les surveiller. « Elles sont transformées, » murmura-t-il, observant leurs silhouettes gracieuses qui s'élançaient vers le ciel, leur rire se mêlant au bruit de la ville. « Elles reviennent à la vie, » corrigea doucement Marguerite, « comme les plantes après l'hiver. Elles avaient juste besoin d'eau et de soleil. »« Et d'amour, » ajouta Philippe, lui jetant un regard reconnaissant. Marguerite rougit légèrement, détournant les yeux vers les enfants. Le soir venu, après un dîner joyeux où les jumelles avaient raconté avec animation leurs aventures au marché, Philippe les borda lui-même, un rituel qu'il avait presque abandonné ces derniers mois, submergé par le travail et le chagrin. « Papa » murmura Amélie, alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lumière. « Est-ce que Marguerite va rester avec nous pour toujours ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi ?»« Parce qu'on l'aime, » répondit simplement Héloïse. « Et toi aussi, tu l'aimes. On le voit dans tes yeux. » Philippe resta sans voix, troublé par la perspicacité de ses filles. Aimait-il Marguerite? Cette pensée ne l'avait même pas effleuré, ou plutôt, il l'avait repoussée, enfouie sous des couches de loyauté envers le souvenir d'Isabelle, de convenances sociales, de différences de milieu. « Dormez ?»« Bien, mes trésors, » dit-il finalement, embrassant leur front avant de quitter la chambre, l'esprit en ébullition. Dans le couloir,
il croisa Marguerite qui montait se coucher. À la lueur tamisée des appliques murales, son visage semblait plus doux encore, ses yeux brillants d'une lumière intérieure qui le fascina soudain. « Bonne nuit, monsieur Beaumont », dit-elle avec un léger sourire. « Philippe », corrigea-t-il impulsivement. « Appelez-moi Philippe, je vous en prie. » Son sourire s'élargit. « Bonne nuit, Philippe. » Il la regarda monter l'escalier, son cœur battant d'une façon qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les semaines suivantes furent marquées par une évolution subtile dans leur relation. Philippe commença à rentrer plus tôt du bureau, trouvant des prétextes pour participer aux activités que Marguerite organisait avec les jumelles. Il s'essaya maladroitement à la cuisine sous ses directives patientes, provoquant les rires de ses filles, lorsqu'il renversa un bol entier de farine sur son costume hors de prix. Un soir de juillet particulièrement chaud, alors que les jumelles dormaient déjà, Marguerite l'invita à la rejoindre dans le jardin. Elle avait installé une petite table sous le grand tilleul, avec 2 verres et une carafe de limonade fraîche. « C'est ma recette secrète », dit-elle en versant le liquide ambré. « Citron, miel de lavande et un soupçon de fleurs d'oranger. » Philippe prit une gorgée et ferma les yeux de plaisir. C'était délicieusement rafraîchissant, avec une complexité d'arômes qui l'étonna. « Votre talent est gâché ici, » remarqua-t-il. « Vous devriez avoir votre propre restaurant. » Marguerite rit doucement. « C'était mon rêve avant, un petit bistrot provençal à Paris où je servirais les recettes de ma grand-mère. » « Qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Son visage s'assombrit légèrement. « La vie, les nécessités financières. J'ai dû travailler comme gouvernante pour économiser, mais les années passent et le rêve s'éloigne. » Philippe l'observa à la lueur des lampions qu'elle avait suspendus aux branches. Cette femme qui avait tant apporté à sa famille méritait de voir ses propres rêves se réaliser. « Je pourrais vous aider, » dit-il soudain. « J'ai des contacts, des ressources. » Marguerite secoua la tête, son expression devenant sérieuse. « Je n'accepte jamais ce genre d'offre, Philippe. J'ai ma fierté. »« Ce ne serait pas de la charité, » insista-t-il, « ce serait un investissement, dans votre talent. » Elle le regarda longuement, semblant sonder la sincérité de ses intentions. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Philippe hésita, cherchant ses mots. Comment lui expliquer l'importance qu'elle avait prise dans leur vie, dans sa vie? Comment lui dire qu'elle avait ramené non seulement ses filles à la vie, mais lui aussi? « Parce que vous nous avez sauvés, » dit-il finalement, sa voix à peine, audible dans le silence du jardin, « et que je ne sais pas comment vous remercier. » Marguerite détourna le regard, visiblement émue. « Je n'ai fait que mon travail. »« Non, » contredit-il avec fermeté, « ce que vous avez fait va bien au-delà d'un simple travail. Vous avez apporté de la lumière dans notre maison quand nous étions dans les ténèbres. » Un silence s'installa, entre eux, chargé d'émotions non dites. Au loin, les lumières de la tour Eiffel scintillaient dans la nuit parisienne, comme pour souligner la magie de ce moment. Mes papillons m'ont demandé aujourd'hui si je comptais rester pour toujours. Confia soudain Marguerite, un sourire mélancolique aux lèvres. Le cœur de Philippe manqua un battement. « Et que leur avez-vous répondu ? » ?»« Que rien n'est éternel, murmura-t-elle, mais que tant qu'ils auront besoin de moi, je serai là. Et si j'avais besoin de vous, moi aussi ?» La question avait franchi ses lèvres avant même qu'il ne puisse la retenir. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et Philippe sentit quelque chose basculer en lui, une certitude, une évidence qu'il n'avait pas voulu voir jusqu'alors. Marguerite se leva doucement, rassemblant les verres sur le plateau. « Il se fait tard, » dit-elle simplement. « Nous devrions rentrer. » Philippe acquiesça, comprenant qu'elle n'était pas prête pour cette conversation, qu'ils n'étaient peut-être ni l'un ni l'autre prêts pour les sentiments qui s'éveillaient entre eux. La fin de l'été approchait, teintant Paris d'une lumière dorée qui baignait les jardins et les avenues d'une beauté nostalgique. Dans la maison des Beaumont, la transformation était complète. Les jumelles mangeaient désormais normalement, leur corps ayant retrouvé la vitalité de l'enfance. Elles riaient, jouaient, se disputaient parfois, comme des enfants ordinaires, loin des petits fantômes silencieux qu'elles étaient devenues après le départ de leur mère. Philippe observait cette métamorphose avec une gratitude qui se muait progressivement en autre chose, un sentiment plus profond qu'il n'osait encore nommer. Marguerite avait pris une place centrale dans leur univers, et l'idée qu'elle puisse un jour partir lui était devenue insupportable. Un matin de septembre,
alors que les jumelles se préparaient pour leur rentrée en CE2, Philippe trouva Marguerite dans la cuisine, confectionnant des petits gâteaux à glisser dans leur cartable. « Ce sont des navettes », expliqua-t-elle en façonnant de petits biscuits en forme de barque. « Une spécialité de Marseille. Ma grand-mère m'en préparait toujours pour mon premier jour d'école. » Philippe s'appuya contre le comptoir, admirant ses gestes précis et l'expression concentrée de son visage. « Vous parlez souvent de votre grand-mère, remarqua-t-il. Elle semble avoir beaucoup compté pour vous. » Marguerite sourit, un sourire teinté de mélancolie. « Elle m'a élevé après le départ de ma mère. C'était une femme extraordinaire. Elle tenait un petit restaurant à Cassis, rien de luxueux. Mais les pêcheurs faisaient la queue chaque matin pour goûter sa bouillabaisse. »« Votre mère est partie quand vous étiez enfant ?» demanda Philippe, curieux d'en apprendre davantage sur cette femme qui connaissait tout de sa famille, mais dont il savait si peu. Marguerite hocha la tête, ses mains continuant mécaniquement à façonner les biscuits. « Elle est partie avec un homme d'affaires italien. Elle avait 23 ans, j'en avais 6. Elle m'envoyait des cartes postales de Venise, de Rome, de Milan, puis les cartes se sont espacées et ont fini par cesser complètement. » La douleur perceptible dans sa voix toucha Philippe. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » répondit-elle, en enfournant la plaque de biscuits. « Sans cela, je n'aurais pas connu ces années merveilleuses avec ma grand-mère. Elle m'a tout appris. La cuisine, bien sûr, mais surtout l'amour inconditionnel. C'est elle qui m'a montré qu'on peut transformer la douleur en quelque chose de beau. Comme vous l'avez fait pour mes filles, » murmura Philippe. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Le moment fut interrompu par l'arrivée tonitruante des jumelles, excitées à l'idée de retrouver leurs camarades de classe. « Margue, tu as fait des navettes !» s'exclama Amélie, en humant l'odeur qui s'échappait du four. « Comme tu l'avais promis !» ajouta Héloïse en sautillant. Philippe remarqua avec un pincement au cœur qu'elles appelèrent désormais Marguerite, par ce diminutif affectueux, signe de la relation privilégiée qui s'était établie entre elles. La matinée fut un tourbillon. D'activités, dernière vérification des cartables, photos souvenirs sur le perron, et finalement le trajet vers l'école privée que fréquentèrent les jumelles. Philippe avait insisté pour les accompagner, malgré un emploi du temps chargé. Marguerite les suivit naturellement, comme si sa place était là avec eux. Dans la cour de récréation, d'autres parents les observaient avec curiosité. Philippe Beaumont, le célèbre couturier, accompagné de cette femme simple qui ne correspondait en rien à l'image qu'on pouvait se faire de son entourage. Quelques mères chuchotaient derrière leurs mains parfaitement manucurées. « Qui est-ce » demanda l'une d'elles à sa voisine, assez fort pour être entendue. « La gouvernante, j'imagine » répondit l'autre avec un sourire condescendant. Philippe sentit son visage se crisper sous l'effet de la colère. Il était sur le point de réagir quand Marguerite posa doucement sa main sur son bras. « Ça n'a pas d'importance » murmura-t-elle. « Ce qui compte, ce sont elles. » Elle désigna du menton les jumelles qui s'éloignaient vers leur classe, se retournant plusieurs fois pour leur faire de grands signes de la main. Sur le chemin du retour, un silence confortable s'installa entre eux. Philippe réalisa qu'il se sentait bien avec cette femme, simplement bien, sans avoir besoin de maintenir les apparences ou de jouer un rôle. « J'aimerais vous inviter à dîner ce soir, » dit-il soudain. « Pas à la maison, dans un restaurant, juste vous et moi. » Marguerite le regarda avec surprise. « Comme un rendez-vous ?»« Oui, » confirma-t-il, le cœur battant comme un adolescent, exactement comme un rendez-vous. Elle hésita un instant, puis sourit. « D'accord. Mais je choisis ?» « L'endroit. Ce soir-là, après avoir confié les jumelles à Madame Laurent, une voisine de confiance, ils se retrouvèrent dans un petit bistrot du 11e arrondissement, loin des établissements étoilés que Philippe fréquentait habituellement pour ses rendez-vous d'affaires. L'endroit était chaleureux, avec des nappes à carreaux et un patron moustachu qui accueillit Marguerite comme une habituée. « Ma belle Marguerite, ça fait trop longtemps !» s'exclama-t-il en l'embrassant sur les deux joues. « Antoine, je te présente Philippe », dit-elle avec un sourire. « Un ami. » Philippe nota l'hésitation et se demanda comment elle le percevait réellement. Était-il juste son employeur, un ami, ou quelque chose de plus? Le repas fut une révélation. Des plats simples mais parfaitement exécutés,
des saveurs authentiques qui lui rappelèrent que la vraie cuisine française n'avait rien à voir avec les compositions sophistiquées des restaurants étoilés qu'il fréquentait. « Comment connaissez-vous cet endroit » demanda-t-il en savourant un coq au vin dont la sauce l'avait transporté instantanément dans une France rurale et authentique. « Antoine était l'apprenti de ma grand-mère, » expliqua Marguerite. « Quand je suis venu à Paris il y a 10 ans, il m'a accueilli comme une sœur. J'ai même travaillé ici pendant quelques mois avant de devenir gouvernante. » Philippe réalisa à quel point il en savait peu sur sa vie, ses expériences, son parcours. Pourquoi avoir quitté la restauration? Elle haussa les épaules, son visage s'assombrissant légèrement. Les horaires impossibles, la précarité. Et puis il y a eu Thomas. « Thomas » répéta Philippe, sentant une pointe de jalousie inattendue. « Mon fiancé de l'époque » précisa-t-elle. « Il était chef dans un grand restaurant. Il m'a convaincu de devenir gouvernante pour des familles fortunées. Le salaire était meilleur, les conditions plus stables. » Et puis, elle s'interrompit, semblant hésiter à poursuivre. Et puis, l'encouragea doucement Philippe. Et puis il est parti, avec la sous-chef pâtissière de son restaurant. Elle eut un petit rire sans joie. « L'histoire de ma vie, n'est-ce pas? Les gens que j'aime finissent toujours par partir. » Philippe posa sa main sur la sienne, un geste spontané de réconfort. Pas tous. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et quelque chose passa entre eux. Une promesse silencieuse. Une possibilité entrevue. Le reste de la soirée s'écoula dans une atmosphère de complicité grandissante. Ils parlèrent de tout, de leurs enfances si différentes, de leurs rêves, de leurs déceptions. Philippe lui raconta sa rencontre avec Isabelle, leur amour passionné, la naissance miraculeuse des jumelles après des années d'essais infructueux, puis la maladie fulgurante qui l'avait emportée en quelques mois. « Elle était extraordinaire, » dit-il, les yeux brillants de larmes contenues. Brillante, passionnée, intransigeante parfois. C'est elle qui a fait de ma petite maison de couture ce qu'elle est aujourd'hui. Elle avait une vision que je n'avais pas. « Elle vous manque » constata simplement Marguerite. « Tous les jours, » admit-il, « mais différemment maintenant. Au début, c'était comme une amputation. Maintenant, c'est plus doux, comme un parfum qui revient par moments. » Marguerite hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Le temps ne guérit pas les blessures, contrairement à ce qu'on dit. Il les transforme juste en quelque chose qu'on peut porter. Cette remarque, dans sa simplicité profonde, résumait exactement ce que Philippe ressentait. Cette femme avait le don de mettre des mots justes sur des émotions complexes. En rentrant, ils marchèrent lentement, le long de la Seine, leurs épaules se frôlant parfois. La nuit était douce, la lune se reflétait dans l'eau noire du fleuve, et Paris semblait leur appartenir. Devant la porte de l'hôtel particulier, ils s'arrêtèrent, soudain maladroits, comme des adolescents, après un premier rendez-vous. « Merci. »« Pour cette soirée, » dit Marguerite, ses yeux reflétant les lumières tamisées du porche. « C'est moi qui vous remercie, » répondit Philippe. « Pour tout. » Il se pencha doucement, lui laissant le temps de se dérober si elle le souhaitait. Mais elle ne bougea pas, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser léger, presque timide, qui contenait pourtant la promesse de quelque chose de plus profond. Quand ils se séparèrent, Marguerite avait les joues roses et le regard brillant. Sans un mot de plus, elle se détourna et entra dans la maison, le laissant sur le seuil avec le cœur battant et la sensation que sa vie venait de prendre un nouveau tournant. Les semaines suivantes furent marquées par une danse délicate entre eux. Aux yeux des jumelles et du monde extérieur, rien n'avait changé. Marguerite était toujours la gouvernante, Philippe le père et employeur. Mais en privé, une tendresse nouvelle colorait leurs interactions, des regards s'attardaient, des mains se frôlaient accidentellement. Un soir, alors que les jumelles dormaient depuis longtemps, ils se retrouvèrent dans le salon, partageant un verre de vin devant la cheminée. La conversation dériva naturellement vers l'avenir. Les filles m'ont demandé si elles pourraient venir en Provence pendant les vacances de la Toussaint, dit Marguerite, pour voir la mer et goûter la vraie bouillabaisse. Philippe sourit, imaginant ces filles parisiennes découvrant le sud de la France. C'est une excellente idée. Nous pourrions louer une villa à Cassis ou à Bandol. Marguerite secoua la tête. Pas besoin. Ma grand-mère m'a laissé sa maison à Cassis. C'est simple. Mais il y a une terrasse qui donne sur la mer. C'est
chez moi. L'idée de voir cet endroit qui avait formé Marguerite, de comprendre d'où venait cette femme extraordinaire, emplit Philippe d'une joie anticipée. « J'aimerais beaucoup découvrir votre Provence. » Elle lui sourit, puis son visage devint plus sérieux. « Philippe, si notre relation évolue, qu'en penseront les filles? Et votre entourage? Je ne suis qu'une gouvernante, après tout. » La vulnérabilité dans sa voix le toucha profondément. « Marguerite, vous n'avez jamais été juste une gouvernante, pas pour moi, et certainement pas pour Amélie et Héloïse. Quant à mon entourage, il haussa les épaules avec dédain. Leur opinion m'importe peu. Vraiment, insista-t-elle, le grand Philippe Beaumont, dont la vie sociale fait les gros titres des magazines, n'aurait pas honte de s'afficher avec une simple cuisinière de Provence? Il se leva et vint s'agenouiller devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Je serais fier, au contraire, fier d'être choisi par la femme la plus authentique, la plus lumineuse que j'ai jamais rencontrée. Les yeux de Marguerite s'emplirent de larmes. Je ne veux pas compliquer votre vie, ni celle des filles. Vous l'avez déjà transformée, murmura-t-il, de la plus belle des façons. Cette nuit-là, pour la première fois, Marguerite ne regagna pas sa chambre au 2e étage. Dans l'intimité de la chambre de Philippe, ils découvrirent une nouvelle facette de leur relation, une passion qui les surprit tous deux par son intensité. L'automne parisien s'installait, parant les arbres des Tuileries de teintes flamboyantes et enveloppant la ville d'une brume matinale qui donnait au monument des allures de fantômes majestueux. Dans la maison des Beaumont, une routine douce s'était établie. Les matins commençaient invariablement par les rires des jumelles descendant l'escalier en courant pour retrouver Marguerite dans la cuisine. Philippe les rejoignait, ayant désormais pris l'habitude de prendre son petit déjeuner en famille avant de partir au bureau. Le soir, ils dînaient tous ensemble, partageant les événements de la journée dans une atmosphère chaleureuse qui contrastait radicalement avec l'ambiance glaciale d'1 an auparavant. La relation entre Philippe et Marguerite restait discrète aux yeux du monde extérieur, mais au sein de la maison, elle s'épanouissait dans une complicité évidente. Les jumelles, loin d'être dupes, observaient avec une joie manifeste cette romance naissante. Un matin, Héloïse avait même demandé innocemment à Marguerite si elle allait devenir leur nouvelle maman. La question, posée au milieu du petit déjeuner, avait figé les adultes sur place. « Personne ne remplacera jamais votre maman », avait répondu Marguerite avec douceur après un instant de silence. « Elle sera toujours dans votre cœur, mais si vous me laissez une place à côté d'elle, j'en serai très honoré. » Cette réponse, d'une justesse parfaite, avait ému Philippe aux larmes. La capacité de Marguerite à honorer la mémoire d'Isabelle, tout en construisant sa propre relation avec les jumelles, le touchait profondément. Ce matin d'octobre, cependant, une ombre vint troubler cette harmonie. Philippe reçut un appel, alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison pour se rendre à un important rendez-vous avec des investisseurs chinois. « Monsieur Beaumont ». La voix tendue de Caroline, son assistante, résonna dans le téléphone. « Je suis désolé de vous déranger si tôt, mais nous avons un problème majeur avec la collection automne-hiver. »« Quel genre de problème ?» demanda-t-il, sentant déjà la tension monter en lui. « Les tissus commandés en Italie, il y a eu une erreur de production. Rien ne correspond aux échantillons approuvés. Les couleurs, les textures, tout est différent. » Philippe sentit le sang quitter son visage. La collection devait être présentée dans moins d'1 mois. Et sans les tissus adéquats, c'était l'ensemble du travail de son équipe qui était compromis. « J'arrive immédiatement », dit-il avant de raccrocher. Dans la cuisine, Marguerite préparait les tartines des jumelles pour l'école. En voyant son expression, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Un problème ?» demanda-t-elle doucement. « Une catastrophe professionnelle », répondit-il, passant une main dans ses cheveux avec agitation. « Je vais devoir annuler notre week-end à Fontainebleau. » Le visage de Marguerite s'assombrit légèrement. Ils avaient prévu d'emmener les jumelles au château pour célébrer leur anniversaire, une surprise qu'ils préparaient depuis des semaines. « Les filles seront déçues, dit-elle simplement. « Je sais, soupira Philippe, mais je n'ai pas le choix. Des millions d'euros sont en jeu, sans parler de la réputation de la maison. » Marguerite acquiesça, compréhensive comme toujours. « Je leur expliquerai. Nous trouverons une autre façon de fêter leur anniversaire. » Philippe lui fut reconnaissant de ne pas insister, de ne pas lui faire sentir sa déception.
Isabelle, dans une situation similaire, aurait certainement déclenché une dispute, lui reprochant de faire passer son travail avant sa famille. Marguerite, elle, semblait comprendre intuitivement les contraintes de sa position. La journée qui suivit fut un cauchemar. Réunion de crise, appels frénétiques aux fournisseurs italiens, discussions houleuses avec les créateurs de la maison. Philippe jonglait avec les problèmes qui semblaient se multiplier d'heure en heure. Le soir venu, il rentra épuisé, l'esprit encore accaparé par cette crise sans précédent. La maison était silencieuse quand il franchit la porte. Dans la cuisine, il trouva une assiette couverte d'un film alimentaire avec une note de Marguerite « Réchauffé 2 minutes au micro-ondes. Les filles t'attendent pour leur histoire du soir. » Trop préoccupé pour avoir faim, il monta directement à l'étage. Dans la chambre d'Amélie, Marguerite était assise entre les jumelles, leur lisant un conte. En le voyant, les petites s'illuminèrent. « Papa, tu as sauvé ta collection ?» demanda Héloïse avec l'innocence de l'enfance. « Pas encore, ma puce, » répondit-il en s'asseyant au bord du lit. « C'est un gros problème qui va prendre du temps à résoudre. »« Margue nous a dit que le château sera pour une autre fois, » dit Amélie avec une maturité qui le surprit. « Ce n'est pas grave. Elle a promis de nous apprendre à faire un gâteau au chocolat pour notre anniversaire à la place. » Philippe leur sourit, reconnaissant envers Marguerite d'avoir désamorcé leur déception. Il termina l'histoire commencée, borda ses filles, puis rejoignit sa chambre où Marguerite l'attendait, assise dans le fauteuil près de la fenêtre avec un livre. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en refermant son ouvrage. Philippe se laissa tomber sur le lit avec un soupir. « Horriblement, nous allons devoir reconcevoir toute la collection en fonction des nouveaux tissus. Les équipes vont devoir travailler jour et nuit jusqu'au défilé. Toi aussi, j'imagine » dit-elle doucement. « Oui, » confirma-t-il. « Je suis désolé, ces prochaines semaines vont être compliquées. » Marguerite vint s'asseoir à côté de lui, massant doucement ses épaules tendues. « Ne t'inquiète pas pour nous, les filles et moi, nous comprenons. » Cette compréhension, loin de le rassurer, accentua étrangement son malaise. Il avait l'impression confuse qu'il ne la méritait pas, qu'il profitait de sa générosité sans rien lui offrir en retour. Les jours qui suivirent confirmèrent ses craintes. Absorbé par la crise, il rentrait de plus en plus tard, manquant les dîners, les moments de lecture avec les jumelles, les petites traditions que Marguerite avait instaurées. Elle ne se plaignait jamais, veillant à ce que les filles ne souffrent pas trop de ses absences, laissant toujours un repas prêt pour lui, quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait. Un soir, particulièrement stressé par une réunion, difficile avec les actionnaires inquiets, il rentra pour trouver Amélie fiévreuse, blottie contre Marguerite sur le canapé du salon. « Qu'est-ce qu'elle a » demanda-t-il inquiet. « Probablement un virus, » répondit Marguerite. « Elle a commencé à se sentir mal à l'école. J'ai pris sa température quand je l'ai récupérée, 38,5 degrés. » « Tu as appelé le médecin ?»« Bien sûr, il a dit que c'était probablement viral et qu'il fallait la surveiller. Si la fièvre persiste demain, il passera. » Philippe posa sa main sur le front brûlant de sa fille. Une inquiétude sourde s'empara de lui, ravivant les souvenirs douloureux de la maladie d'Isabelle. « Elle a mangé quelque chose de particulier aujourd'hui ?» demanda-t-il, son anxiété se muant irrationnellement en accusation. « Ces épices que tu utilises parfois sont peut-être trop fortes pour elle. » Le visage de Marguerite se figea, comme si elle venait de recevoir une gifle. « Les épices n'ont rien à voir avec un virus, Philippe, » dit-elle d'une voix trop calme, « et pour répondre à ta question, elle a mangé exactement la même chose. » Que sa sœur, qui se porte parfaitement bien. Conscient d'avoir été injuste, mais trop tendu pour l'admettre, Philippe détourna la conversation. « Je vais la porter dans son lit. Elle sera mieux pour dormir. » Cette nuit-là, il veilla sa fille, refusant de quitter son chevet malgré les assurances de Marguerite que la fièvre n'était pas inquiétante. À l'aube, épuisé et les nerfs à vif, il s'assoupit dans le fauteuil près du lit d'Amélie. Quand il se réveilla, le soleil filtrait à travers les rideaux, et Amélie dormait paisiblement, son front nettement moins chaud. Sur la table de nuit, il trouva un verre d'eau fraîche et un mot de Marguerite l'informant qu'elle avait emmené Héloïse à l'école et qu'elle reviendrait rapidement. Le soulagement de voir sa fille aller mieux fut de courte durée. Son téléphone vibra avec un message de Caroline l'informant d'une nouvelle complication. Les patrons de couture avaient été perdus dans le chaos de la reconception et l'atelier était au point mort.
Tiraillé entre son devoir professionnel et son désir de rester auprès d'Amélie, Philippe appela Marguerite. « Pourrais-tu rentrer rapidement ? Amélie va mieux, mais je dois absolument me rendre au bureau. Je suis déjà en chemin, répondit-elle simplement. 20 minutes plus tard, elle était là, déposant ses courses dans la cuisine, avant de monter voir Amélie. Philippe la suivit, expliquant la situation. « Je suis vraiment désolé de te laisser avec elle, mais cette crise… »« Va, dit-elle doucement. Je m'occupe d'elle, comme toujours. » Ce « comme toujours », prononcé sans amertume apparente, lui fit l'effet d'un reproche voilé. Il hésita, se sentant déchiré. « Philippe, reprit Marguerite en voyant son trouble, je comprends l'importance de ton travail. Vraiment, va régler cette crise et nous parlerons ce soir. » Il acquiesça, soulagé par sa compréhension, mais vaguement inquiet par cette conversation promise. La journée fut, comme les précédentes, un tourbillon de problèmes à résoudre. À 19h, alors qu'il s'apprêtait enfin à rentrer, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Monsieur Beaumont, votre fille Amélie a été admise aux urgences d'il y a 1 heure. Rien de grave, mais nous avons dû l'hydrater par intraveineuse. Elle pourra rentrer ce soir. » Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Que s'est-il passé? Sa fièvre a brusquement augmenté cet après-midi. La personne qui l'accompagnait a pris la bonne décision en l'amenant immédiatement. « J'arrive tout de suite, » dit-il. Avant de raccrocher, le cœur battant à tout rompre. À l'hôpital, il trouva Marguerite assise au chevet d'Amélie, dans une petite chambre des urgences pédiatriques. Sa fille, pâle mais souriante, avait une perfusion dans le bras. « Papa !» s'exclama-t-elle en le voyant. « J'ai un tuyau dans le bras comme dans les films. » Philippe embrassa son front, soulagé de la voir alerte. « Comment te sens-tu, ma chérie ?»« Mieux. Le docteur a dit que j'ai un virus très fort, mais que je suis une guerrière très courageuse. » Il se tourna vers Marguerite, remarquant pour la première fois son expression fermée, ses traits tirés par l'inquiétude et autre chose, une distance qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Que s'est passé exactement ?» demanda-t-il à voix basse. « Sa fièvre est montée à 40 degrés en début d'après-midi, » expliqua Marguerite d'une voix neutre. « J'ai appelé le médecin qui m'a conseillé de l'emmener directement aux urgences. C'est une gastro-entérite virale assez sévère mais sans gravité. Ils vont la garder encore 1 heure ou 2, puis nous pourrons la ramener à la maison. »« Merci d'avoir agi si vite, » dit Philippe, conscient de l'insuffisance de ses mots. Face à ce qu'elle avait traversé seule, Marguerite hocha simplement la tête, son regard évitant le sien. Lorsqu'ils rentrèrent enfin, Amélie endormie dans les bras de son père, Héloïse les attendait avec anxiété, gardée par Madame Laurent. Après avoir couché les jumelles et rassuré Héloïse sur l'état de sa sœur, Philippe retrouva Marguerite dans la cuisine. Elle était assise à la table, une tasse de thé refroidissant devant elle, son regard perdu dans le vide. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle semblait avoir perdu cette lumière intérieure qui la caractérisait. « Marguerite, » commença-t-il doucement, « je ne sais comment te remercier pour aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui et ce qu'il y vit le glaça. Une tristesse profonde mêlée de résignation. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir ?» demanda-t-elle calmement. « À propos des épices qui auraient pu rendre Amélie malade ?» Philippe ferma les yeux, honteux. « J'étais inquiet et irrationnel, je suis désolé. » Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, Philippe, c'était de la méfiance. Sa voix restait douce, mais ferme. « Tu as douté de moi à la première ? Ta difficulté ?»« Non, protesta-t-il. C'était juste. »« Juste quoi ?» l'interrompit-elle. « Une accusation infondée contre la femme qui s'occupe de tes filles depuis des mois ? Qui les a aidées à surmonter le plus grand traumatisme de leur vie ?» Les mots frappèrent Philippe avec la force de leur vérité. Il avait effectivement douté d'elle, laissé son stress et son anxiété éroder la confiance qu'il avait en elle. « Tu as raison, » admit Philippe, la gorge serrée par l'émotion. « J'ai douté de toi et c'est impardonnable. » Marguerite secoua la tête, ses yeux reflétant une douleur qui allait au-delà de cette simple dispute. « Ce n'est pas une question de pardon, Philippe, c'est une question de confiance. Sans elle, que construisons-nous exactement ?» Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de non-dits et d'interrogations. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, frappant les vitres en un rythme mélancolique qui semblait accompagner leur conversation. « J'ai peur », confessa finalement Philippe, les mots s'arrachant difficilement de sa poitrine. « Depuis qu'Isabelle est partie, j'ai peur. Peur de perdre les filles, peur de ne pas être à la hauteur, peur de… »
de m'attacher à nouveau et de souffrir encore. Marguerite l'observa longuement, son visage s'adoucissant imperceptiblement. La peur n'excuse pas tout, Philippe. Elle explique, mais n'excuse pas. Je sais, murmura-t-il, et je ne cherche pas d'excuse, juste une chance de te montrer que je peux être meilleur que ça. Elle se leva doucement, rassemblant sa tasse vide et la portant à l'évier. Ses gestes étaient mesurés, comme si elle pesait chaque mouvement, chaque décision. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. Ces dernières semaines ont été intenses, pour nous tous. Philippe sentit son cœur se serrer. Allait-elle partir? Les abandonner, lui et les jumelles, maintenant qu'ils s'étaient tous attachés à elle? « Est-ce que tu envisages de nous quitter ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Marguerite se retourna, surprise par sa vulnérabilité soudaine. « Je n'ai pas dit ça. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir à ce que je veux vraiment, à ce que nous voulons tous. » Elle s'approcha de lui, posant délicatement sa main sur son bras. « Philippe, ce que nous avons commencé à construire est précieux. Trop précieux pour le laisser s'effondrer à cause d'un moment de panique, mais trop précieux aussi pour ne pas prendre le temps de s'assurer que nous bâtissons sur des fondations solides. » Ces paroles, empreintes de sagesse et de tendresse malgré la blessure récente, touchèrent Philippe profondément. Cette femme, même dans la douleur, faisait preuve d'une intelligence émotionnelle qui le laissait admiratif. « Que proposes-tu » demanda-t-il doucement. « Prenons quelques jours de recul. Concentre-toi sur ta crise professionnelle, sur le rétablissement d'Amélie. Moi, je vais m'occuper des filles, comme d'habitude, mais je dormirai dans ma chambre. » Elle marqua une pause. « Et peut-être, quand tout sera plus calme, pourrons-nous avoir cette conversation que nous aurions dû avoir il y a longtemps, sur ce que nous sommes l'un pour l'autre, sur ce que nous voulons devenir. » Philippe acquiesça lentement, reconnaissant la sagesse de cette proposition, malgré la douleur que lui causait cette distance nouvelle entre eux. « Je respecterai ton besoin d'espace, » promit-il. « Et quand tu seras prête à parler, je serai là. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, ils dormirent séparément. Philippe, allongé dans son grand lit désormais vide, réalisa avec une clarté douloureuse à quel point Marguerite avait pris une place centrale dans sa vie. Sa présence discrète, sa chaleur, son odeur légèrement épicée, qui imprégnait désormais les draps, tout lui manquait avec une intensité qui le surprit lui-même. Les jours qui suivirent furent étranges, emplis d'une politesse formelle qui contrastait avec l'intimité qu'ils avaient partagée. Marguerite continuait à s'occuper des jumelles avec la même attention, à préparer des repas délicieux, à maintenir la maison accueillante. Mais quelque chose s'était brisé dans leur relation, une spontanéité, une légèreté qui avait fait place à une conscience aiguë de chaque geste, de chaque mot. Les jumelles, sensibles comme tous les enfants aux tensions adultes, observaient cette nouvelle dynamique avec une inquiétude qu'elles n'exprimaient pas directement. Philippe les surprenait parfois en train de chuchoter entre elles, s'interrompant dès qu'il approchait. Une semaine après l'incident, alors qu'Amélie était complètement rétablie et que la crise professionnelle de Philippe commençait enfin à se résorber, il rentra plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse, les jumelles encore à l'école pour quelques heures. Dans la cuisine, il trouva Marguerite en train de préparer ce qui semblait être un festin. « Qu'est-ce que tu cuisines » demanda-t-il, surpris par l'abondance. « Plats en préparation. » Marguerite sursauta légèrement, ne l'ayant pas entendu entrer. « Oh, c'est l'anniversaire des filles demain. Je prépare quelques plats à l'avance. » Philippe se figea. Dans le tourbillon des événements récents, il avait presque oublié que ses propres filles allaient avoir 9 ans le lendemain. « Je suis un père terrible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Marguerite essuya ses mains sur son tablier, son expression s'adoucissant. « Non, tu es un père qui traverse une période difficile. C'est différent. » Cette indulgence, alors même qu'elle avait toutes les raisons de lui en vouloir, le toucha profondément. « J'ai annulé la surprise du château, mais j'avais prévu de leur offrir quelque chose de spécial, » continua-t-elle. « Un atelier de cuisine pour enfants, ici même. J'ai invité 4 de leurs amis. Nous allons préparer un véritable festin d'anniversaire qu'elles pourront servir ensuite à leurs invités. » Philippe sentit son cœur se gonfler d'admiration et de gratitude. « C'est une idée merveilleuse. Elles vont adorer. »« J'espère, » dit-elle simplement, retournant à sa préparation. Un silence s'installa, ni confortable ni hostile,
Un silence d'attente comme si chacun guettait un signe de l'autre. « Marguerite, » commença Philippe, rassemblant son courage, « ces derniers jours m'ont fait réaliser à quel point je tiens à toi, à quel point nous tenons tous à toi. » Elle s'immobilisa dos à lui, ses mains suspendues au-dessus du plan de travail. « J'ai eu tort de douter de toi, » poursuivit-il. « C'était injuste et irrationnel, mais ce moment m'a aussi forcé à regarder en face ce que je ressens vraiment. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime, Marguerite, pas comme on aime une gouvernante ou une amie. Je t'aime comme une femme qu'on veut dans sa vie, tous les jours, pour toujours. » Lentement, elle se retourna, ses yeux brillants de larmes, contenus. « Philippe, laisse-moi finir, s'il te plaît, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que je ne suis pas parfait. Je suis stressé, parfois absent, souvent maladroit avec mes émotions. Mais ces derniers mois avec toi m'ont transformé. Tu m'as rappelé ce que c'est que de vivre vraiment, pas seulement exister. » Il s'approcha, d'elle, s'arrêtant à quelques pas, respectant toujours l'espace qu'elle avait demandé. « Je ne te demande pas de me répondre maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, avec une clarté que je n'avais pas moi-même il y a quelques jours. » Marguerite l'observa longuement, son visage reflétant un combat intérieur. « J'ai peur aussi, Philippe, » admit-elle finalement. « Peur de n'être qu'une solution pratique pour toi, la femme qui a sauvé tes filles, qui a remis de l'ordre dans ta maison. Peur que ce que tu ressens ne soit que de la gratitude ou du soulagement. » Philippe secoua la tête avec véhémence. « Ce que je ressens va bien au-delà de la gratitude. C'est toi que j'aime, Marguerite, pas ce que tu fais pour nous, mais qui tu es. » Elle baissa les yeux, semblant réfléchir intensément. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit-elle finalement. « Quelque chose d'important pour moi. » Elle se dirigea vers le salon, Philippe la suivant avec curiosité. Dans son sac, elle sortit une enveloppe froissée qu'elle lui tendit avec une certaine solennité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en l'ouvrant. À l'intérieur, il trouva une lettre officielle d'une banque confirmant l'octroi d'un prêt pour l'achat d'un local commercial dans le 11e arrondissement. « Je l'ai reçu la semaine dernière », expliqua Marguerite. « J'ai déposé ce dossier il y a des mois, sans vraiment y croire. C'est pour ouvrir mon restaurant, celui dont je t'ai parlé. » Philippe parcourut la lettre, comprenant soudain l'importance de ce document. « C'est merveilleux, Marguerite. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve. » Elle hocha la tête, un mélange de fierté et d'appréhension dans le regard. « Oui, mais cela signifie aussi des changements. Je ne pourrai plus être là pour les filles à plein temps. Je devrais me consacrer à ce projet, avec tout ce que cela implique d'heures, de stress, d'incertitude. » Philippe comprit alors pourquoi elle lui montrait cela maintenant. Ce n'était pas seulement une nouvelle à partager, c'était un test. Soutiendrait-il son ambition, sa volonté d'indépendance, ou attendait-il d'elle qu'elle reste dans le rôle confortable de gouvernante et figure maternelle? « Marguerite, » dit-il en prenant doucement ses mains dans les siennes, « rien ne me rendrait plus heureux que de te voir réaliser ce rêve. Et je veux y contribuer, non pas financièrement si cela te met mal à l'aise, mais par mon soutien, mon temps, mes encouragements. » Les yeux de Marguerite s'éclairèrent d'une lueur nouvelle. « Vraiment, tu ne penses pas que ce serait trop compliqué avec les filles, avec ton propre travail ? » « Nous trouverons des solutions, » affirma-t-il avec conviction. « Peut-être une nouvelle gouvernante pour les heures où ni toi ni moi ne serons disponibles. Peut-être que je réduirai mes propres heures de travail. Dieu sait que je devrais le faire depuis longtemps. » Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Marguerite. « Tu es sérieux ? » ?»« Absolument, » confirma-t-il. « Et j'ai une autre idée, si tu veux bien l'entendre. » Elle inclina la tête, curieuse. « Ces derniers mois, j'ai réalisé que ma vie était déséquilibrée. Trop de travail, pas assez de famille, pas assez de joie. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Ce que tu as apporté dans notre maison, ce n'est pas seulement de bons repas ou des soins attentifs pour les filles, c'est une philosophie de vie, l'importance des moments partagés, la valeur des choses simples mais authentiques. » Marguerite l'écoutait attentivement, ses yeux ne quittant pas les siens. « Je me demandais si tu accepterais de m'accompagner à Milan la semaine prochaine, pour le défilé. Pas comme ma gouvernante ou mon assistante, mais comme ma compagne, officiellement. » Cette proposition, qui équivalait à officialiser leur relation, aux yeux du monde professionnel de Philippe, sembla la surprendre profondément. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle hésitante. « Ton monde est tellement différent du mien.
Ces gens, ces célébrités, ces journalistes. Philippe sourit tendrement. C'est justement pourquoi j'ai besoin de toi à mes côtés, pour me rappeler ce qui compte vraiment, pour m'ancrer dans le réel quand tout ce cirque menace de m'emporter. Marguerite resta silencieuse un long moment, semblant peser cette proposition et toutes ses implications. « D'accord, dit-elle finalement, un sourire illuminant progressivement son visage. « J'irai à Milan avec toi, mais je n'ai rien à me mettre pour un défilé de haute couture. » Philippe éclata de rire, soulagé et heureux. « Je pense que je peux arranger ça. J'ai quelques relations dans le milieu, tu sais. » Il l'attira doucement à lui, et cette fois elle ne résista pas. Leur baiser avait la saveur d'une réconciliation, mais aussi d'un nouveau départ, d'une promesse différente de celle qu'ils s'étaient faites auparavant. Quand ils se séparèrent, le regard de Marguerite était redevenu celui que Philippe aimait tant, lumineux, profond, légèrement taquin. « Tu réalises que tu viens d'inviter une cuisinière de Provence à un événement de haute couture milanais ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. « Je réalise surtout que j'invite la femme que j'aime à partager un moment important de ma vie, » répondit-il simplement. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, et les voix excitées des jumelles résonnèrent dans le hall. Marguerite et Philippe se séparèrent doucement, échangeant un dernier regard complice avant que les filles ne déboulèrent dans le salon. « Papa, tu es rentré tôt !» s'exclama Amélie en se jetant dans ses bras. « Marg, on a vu les invitations pour demain dans nos casiers à l'école » enchaîna Héloïse, les yeux brillants d'excitation. « C'est vrai qu'on va faire un atelier de cuisine ?»« Absolument » confirma Marguerite. « Et votre père sera là aussi. » Les jumelles échangèrent un regard surpris puis ravi. « Tu ne travailles pas, papa » demanda Amélie. « Pas demain » affirma Philippe. « Demain, je suis tout à vous. » Ce soir-là, après avoir couché les filles surexcitées par la perspective de leur anniversaire, Philippe et Marguerite se retrouvèrent sur la terrasse, partageant un verre de vin sous le ciel étoilé de Paris. « J'ai quelque chose pour toi » dit Philippe, en sortant un petit écrin de sa poche. Marguerite le regarda avec surprise. « Philippe, ce n'est pas ce que tu crois » la rassura-t-il avec un sourire. « Pas encore, du moins. » Il ouvrit l'écrin, révélant une clé ancienne au bout d'une chaîne en argent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, intriguée. « La clé de cette maison, » expliqua-t-il. « L'originale, celle qui a ouvert cette porte pour la première fois en 1887. Je voulais te la donner comme symbole. Cette maison est aussi la tienne désormais. Que tu y vives comme ma compagne, ou que tu poursuives ton rêve de restaurant, tu auras toujours ta place ici. » Les yeux de Marguerite s'emplirent de larmes. Elle prit délicatement la chaîne, l'examinant avec émotion. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait » murmura-t-elle. 2 ans plus tard, dans une ruelle animée du 11e arrondissement de Paris, un petit restaurant aux façades peintes en bleu lavande attirait l'attention des passants. Une enseigne en bois d'olivier annonçait sobrement chez Marguerite, et chaque soir une file d'attente patiente se formait devant ses portes. L'établissement n'était pas grand, une vingtaine de couverts tout au plus, mais sa réputation avait largement dépassé les frontières du quartier. Ce soir-là, comme tous les vendredis, Marguerite s'affairait en cuisine, dirigeant avec assurance une équipe de 3 jeunes cuisiniers qu'elle formait à ses recettes provençales revisitées. Dans la salle aux murs ocre et aux nappes colorées, 2 silhouettes identiques vêtues de tabliers assortis accueillaient les clients avec un professionnalisme surprenant pour leurs 11 ans. « Bonsoir et bienvenue chez Marguerite », annonçait Amélie avec un sourire chaleureux. « Avez-vous une réservation ? Votre table est prête, suivez-moi s'il vous plaît », enchaînait Héloïse, guidant les convives à travers la salle intimiste où flottaient des arômes envoûtants de thym, de romarin et d'huile d'olive chaude. Les filles, jumelles Beaumont n'étaient pas de simples figurantes dans ce restaurant. Chaque vendredi soir, elles participaient activement au service, apprenant les rudiments du métier auprès de Marguerite, désormais officiellement leur belle-mère. Cet arrangement, né d'une conversation familiale, était devenu une tradition précieuse pour tous. Les filles avaient insisté pour faire partie de l'aventure culinaire de Marguerite, et celle-ci avait vu dans leur enthousiasme une occasion de partager sa passion tout en créant des liens encore plus profonds avec elle. Dans un coin de la salle, à une table discrète mais offrant une vue parfaite sur l'ensemble du restaurant, Philippe savourait un verre de Châteauneuf-du-Pape. Chaque vendredi, il quittait son bureau de la maison Beaumont à 18h précises, abandonnant sans remords dossiers et réunions pour venir admirer sa famille au travail.
Ce rituel hebdomadaire était devenu sacré pour lui, une façon de célébrer le chemin parcouru depuis cette période sombre où ses filles refusaient de s'alimenter. La porte de la cuisine s'ouvrit, laissant apparaître Marguerite portant un plat d'agneau confit aux herbes de Provence. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches rebelles encadrant son visage, animé par la concentration et le plaisir de créer. En croisant le regard de Philippe, elle lui adressa un sourire complice avant de se diriger vers une table où un critique gastronomique réputé attendait son plat. Philippe l'observa avec fierté. En 2 ans, elle avait transformé ce petit local défraîchi en l'un des bistrots les plus courus de Paris. Sans prétention excessive ni prix prohibitif, chez Marguerite proposait une cuisine authentique, généreuse, qui racontait une histoire, celle d'une femme du Sud venue conquérir la capitale avec ses recettes traditionnelles et son amour des produits simples mais parfaits. Le succès n'avait pas été immédiat. Les premiers mois avaient été difficiles, marqués par le stress des débuts, les doutes, parfois les larmes. Philippe se souvenait de ces nuits où Marguerite rentrait épuisée, se demandant si elle avait eu raison de se lancer dans cette aventure. Il l'avait soutenue sans jamais interférer, respectant son besoin d'indépendance, d'accomplissement personnel. Et puis un jour, un critique influent avait découvert l'endroit par hasard. Son article dithyrambique sur cette Provençale qui réinvente la cuisine du Sud avec audace et respect avait changé la donne. Depuis, le restaurant affichait complet chaque soir et Marguerite avait dû embaucher du personnel supplémentaire pour répondre à la demande. « Papa, goûte ça !» L'exclamation d'Héloïse le tira de ses pensées. Sa fille lui présentait une petite assiette contenant ce qui semblait être une variation de tapenade. « C'est ma création », annonça-t-elle fièrement. « Tapenade aux amandes et basilic. Margue. » Dis que c'est assez bon pour être mis à la carte. Philippe prit une bouchée et ferma les yeux de plaisir. « C'est délicieux, ma chérie. Tu as hérité du talent de Marguerite. »« Génétiquement impossible, » répliqua Héloïse avec un sourire espiègle. Mais elle dit que la cuisine s'apprend avec le cœur, pas avec les gènes. Cette remarque, si typique de la philosophie de Marguerite, fit sourire Philippe. Il observa sa fille retournée vers la cuisine d'un pas assuré, si différente de l'enfant fragile et silencieuse qu'elle avait été. La soirée se poursuivit dans cette atmosphère chaleureuse, les clients se succédant, savourant chaque plat avec des exclamations de plaisir. Vers 23 heures, alors que les derniers convives quittaient l'établissement, Marguerite vint s'asseoir à la table de Philippe, apportant avec elle une bouteille de muscat de baume de Venise et 2 verres. « Pour célébrer, » dit-elle, un servant le vin doré aux reflets ambrés. « Que fait-on-nous » demanda Philippe en prenant son verre. « Le guide Michelin m'a appelé aujourd'hui, » annonça-t-elle une lueur d'excitation dans le regard. « Ils viennent officiellement nous visiter la semaine prochaine. » Philippe leva son verre. « À la future ?»« Étoilée !» Marguerite secoua la tête avec un sourire. « Ne vendons pas la peau de l'ours. Et puis, ce n'est pas une étoile que je recherche. Juste la reconnaissance que la cuisine simple et authentique a sa place dans le monde gastronomique parisien. » Ils trinquèrent doucement, savourant ce moment de calme après l'effervescence du service. Les jumelles les rejoignirent, apportant une tarte aux abricots encore tiède qu'elles avaient préparée plus tôt. « Alors, comment nous avons été ce soir ?» demanda Amélie en se servant une part généreuse. « Parfaite, » assura Marguerite. « J'ai particulièrement apprécié la façon dont tu as géré la réclamation de la table 8. Diplomatie et fermeté, exactement ce qu'il fallait. » Amélie rayonna sous le compliment. Les jumelles avaient développé des personnalités distinctes au fil des ans, Amélie se révélant douée pour les relations clientèle, tandis qu'Héloïse montrait un talent prononcé pour la cuisine elle-même. « Et, toi, Hélo, ta tapenade a fait sensation, » ajouta Marguerite. « Je pense sérieusement à l'ajouter à la carte des apéritifs. » Le visage d'Héloïse s'illumina de fierté. « Vraiment, avec mon nom ?»« Tapenade d'Héloïse, » confirma Marguerite. « Ça sonne bien, non ?» La jeune fille se tourna vers son père, cherchant son approbation. Philippe hocha la tête avec un sourire encourageant. « Ta première création culinaire officielle. Ta mère serait tellement fière de toi. » Cette évocation d'Isabelle, loin de jeter un froid, fut accueillie par des sourires tendres. Au fil du temps, Marguerite avait veillé à ce que la mémoire de la première Madame Beaumont reste vivante dans la maison. Des photos d'elle ornaient toujours les murs, son nom était mentionné naturellement dans les conversations,
et chaque année, ils célébraient ensemble son anniversaire en cuisinant son plat préféré, un gratin dauphinois, que Marguerite avait appris à préparer selon la recette familiale des Laurent. « Au fait, » dit Amélie en se tournant vers Marguerite, « tu as reçu la réponse pour le livre de recettes ?» Marguerite échangea un regard complice avec Philippe avant de répondre. « Oui, et c'est positif. L'éditeur est enthousiaste. »« Un livre de recettes ?» s'étonna Héloïse. « Tu ne nous avais pas parlé de ça. »« C'était une surprise, » expliqua Marguerite. « L'éditeur veut que je raconte l'histoire de mes recettes, de ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui, et... » Elle marqua une pause théâtrale. « Il souhaite que vous participiez au projet. Vos recettes préférées, vos souvenirs liés à la cuisine. » Les jumelles échangèrent un regard excité. « On va être publié ?» s'exclama Amélie. « Dans un vrai livre ?» renchérit Héloïse. Marguerite acquiesça, savourant leur enthousiasme. « Un vrai livre, oui, avec des photos que votre père va prendre. » Philippe sourit, touché d'être inclus dans ce projet familial. La photographie, passion, qu'il avait négligée pendant des années, avait repris une place importante dans sa vie depuis sa rencontre avec Marguerite. Elle l'avait encouragé à renouer avec cet art, lui offrant pour leur premier Noël ensemble un appareil haut de gamme qu'il utilisait désormais régulièrement pour immortaliser leur quotidien. « La famille créative au complet », commenta-t-il, avec satisfaction. Un bruit de pleurs se fit soudain entendre à travers le babyphone posé sur la table. Marguerite se leva immédiatement. « Je vais chercher notre petit dormeur, » dit-elle, en se dirigeant vers l'arrière du restaurant, où une petite pièce avait été aménagée en nurserie. Elle revint quelques minutes plus tard, portant dans ses bras un bébé aux boucles brunes qui clignait des yeux avec étonnement face aux lumières de la salle. « Victor a décidé de se joindre à nous pour le dessert, » annonça-t-elle en s'asseyant, calant confortablement l'enfant de 8 mois contre elle. Philippe tendit les bras pour prendre son fils qui gazouilla de plaisir en reconnaissant son père. Ce petit garçon, né 1 an après leur mariage, avait parachevé leur bonheur familial. Nommé en hommage au grand-père de Marguerite, Victor était un bébé joyeux, déjà gourmand, qui passait ses journées au restaurant, adoré par l'équipe, entière et par les clients réguliers. « Il a encore grandi », remarqua Philippe en embrassant le front du bébé. « Je suis certain qu'il est plus grand qu'hier. » Marguerite rit doucement. « Tous les pères disent ça, mais je dois admettre qu'il pousse à vue d'œil. Ce doit être ma cuisine. Indéniablement. » confirma Philippe avec un clin d'œil. Les jumelles se pressèrent autour de leur petit frère, lui offrant des morceaux de pain à grignoter, faisant des grimaces pour le faire rire. Victor était le centre de leur attention, un petit prince choyé par ses grandes sœurs qui avaient accueilli son arrivée avec un enthousiasme touchant. « Finalement, » dit Amélie d'un ton pensif, « c'est grâce à nos grèves de la faim que toute cette histoire a commencé. » Un silence surpris accueillit cette remarque inattendue. Puis Marguerite éclata de rire. « On peut voir les choses comme ça, » admit-elle, « bien que je ne recommanderais pas cette méthode à qui que ce soit. »« C'est vrai, » intervint Philippe, sérieux malgré son sourire. « Vous nous avez fait une peur terrible. » Héloïse haussa les épaules avec la désinvolture de la jeunesse. On ne savait pas comment faire autrement. Mais regarde où ça nous a menés. Un restaurant, un petit frère et Margue. La simplicité de cette observation toucha Marguerite aux larmes. « Et je vous en serai éternellement reconnaissante, » murmura-t-elle. Philippe prit sa main par-dessus la table, la serrant doucement. « C'est nous qui te sommes reconnaissants. Tu as ramené la vie dans notre maison quand nous en avions le plus besoin. »« La vie et la nourriture, » précisa Amélie avec un sourire malicieux. « 2 choses essentielles. »« Inséparables, selon ma grand-mère, » ajouta Marguerite. Elle disait toujours que nourrir quelqu'un, c'est lui donner bien plus que des calories. C'est lui offrir de l'amour, du temps, de l'attention. Elle était sage, ta grand-mère, dit Philippe. Elle aurait adoré tout ça, affirma Marguerite en englobant d'un geste la salle du restaurant, sa famille réunie, son petit bistrot provençal à Paris réalisé après tant d'années. « Tu crois qu'elle serait fière ?» demanda Héloïse. « Je sais qu'elle le serait, » répondit Marguerite avec certitude, « mais pas pour les raisons que tu imagines, pas pour le succès ou les critiques élogieuses. Elle serait fière que ses recettes continuent à faire rassembler des gens, à créer des souvenirs, à nourrir des corps et des âmes. » Philippe observa sa femme avec tendresse. Cette philosophie qui l'animait
Cette façon de voir la cuisine comme un acte d'amour plutôt que comme une simple technique, c'était ce qui rendait son restaurant si spécial, si différent des établissements à la mode qui fleurissaient dans Paris. À ta grand-mère, dit-il en levant son verre, et à la femme extraordinaire qu'elle a élevée. Ils trinquèrent tous ensemble, même Victor qui tapota joyeusement son petit poing contre les verres. Plus tard, après avoir fermé le restaurant et bordé les enfants dans l'appartement qu'ils avaient aménagé au-dessus de l'établissement, Philippe et Marguerite se retrouvèrent sur la petite terrasse qui donnait sur les toits de Paris. La nuit était douce, étoilée, parfaite. « Tu es heureuse ?» demanda Philippe, entourant les épaules de sa femme d'un bras protecteur. Marguerite se blottit contre lui, contemplant le panorama de la ville lumière. « Complètement, » répondit-elle sans hésitation. « Et toi ?»« Plus que je ne l'aurais cru possible, » admit-il. « Tu sais, parfois je me demande ce qui serait arrivé si l'agence avait envoyé une autre gouvernante ce jour-là. » Marguerite sourit. « Le destin peut-être ? Ou simplement la magie des bonnes recettes de ma grand-mère. »« Les deux sans doute, » concéda Philippe. « Mais je préfère penser que c'était écrit quelque part, que nous devions nous trouver. »« Moi aussi, » murmura-t-elle, en levant le visage vers lui pour un baiser. Dans la chambre des jumelles, Amélie et Héloïse chuchotaient encore, bien après l'heure du coucher. Leur conversation tournait autour des projets pour le livre de recettes, des plats qu'elles voulaient y inclure, des histoires à raconter. « Tu te souviens quand on gardait de la nourriture pour maman ?» demanda soudain Amélie, sa voix à peine audible dans l'obscurité. « Oui, » répondit Héloïse. « C'était bizarre, non? Mais ça avait du sens à l'époque. »« Complètement, » confirma sa sœur. « Et puis Marg nous a expliqué que maman n'avait plus faim, qu'elle voulait juste qu'on soit heureuse et en bonne santé. » Un silence confortable s'installa entre elles. « Tu crois que maman serait contente de notre famille maintenant ?» reprit Amélie. « J'en suis sûre, » affirma Héloïse avec conviction. « Elle aimait papa et elle voudrait qu'il soit heureux. Et puis, qui n'aimerait pas Marg? Elle est géniale. Différente de maman, mais géniale à sa façon, » nuança Amélie. « Exactement, » approuva sa sœur. « Et puis, grâce à elle, on mange les meilleures choses du monde. » Elles pouffèrent de rire, complices dans cette évidence partagée. La nourriture, qui avait été le symbole de leur douleur, était devenue celui de leur guérison, de leur nouvelle vie. Chaque plat préparé par Marguerite, chaque recette apprise à ses côtés, était une célébration de la vie qui continue, qui se transforme, qui s'enrichit de nouvelles saveurs. Dans la cuisine du restaurant, encore imprégnée des arômes du service du soir, un cahier ouvert attendait sur le plan de travail. Sur la page de l'écriture soignée de Marguerite, on pouvait lire le titre provisoire de son futur livre, « Nourrir l'âme, voyage d'une cuisine provençale à Paris ». En dessous, elle avait noté la dédicace. « À ma grand-mère qui m'a appris que la cuisine est un acte d'amour. À Philippe qui m'a offert une famille à nourrir. À Amélie et Héloïse qui m'ont appris que nourrir peut aussi guérir. Et à Victor, qui goûtera toutes ces recettes avec l'innocence et la joie d'un nouveau commencement. »